C'est justement la synthèse de l'interaction entre les individus soi-je dans l'absolu et les individus moi-je dans le relatif qui sera offerte à la réflexion dans la présentation qui suit. Une proposition de compréhension des différences entre soi-je qui maîtrise la vie et la matière et moi-je qui subit la mort et l'entropie matérielle. Pour débuter ce grand voyage aux origines de la conscience première, il faut se plonger dans une profonde introspection radicale, où la matière n'existait pas encore. Seule la conscience, en preuve de son antériorité, devait définir la lumière et la matière, dans la nécessité de s'exprimer pour exister. Point de création à imaginer jusqu'au reflet. En partant de l'idée du néant jusqu'au constat qu'il existe quelque chose, nous sommes obligés d'admettre le moment d'un point singulier de la création intelligente dans les meilleures raisons à exister en conscience. Cette première conscience radicale aboutie a voulu se désintégrer en se dupliquant dans différentes consciences individuelles caractérisées en nombres fixes déterminés dans le spectre archétypal de la beauté. Elle a voulu que chacune de ces consciences connaisse ce même point de singularité radicale, pour qu'elles puissent toutes intégrer sa perfection originelle en individualité multiple, obligatoire pour une interaction totale, éternelle et stable. Voyage aux origines de la conscience. 9 étapes dans la complexification d'une conscience primordiale absolue, soi-je. De la seule conscience de soi indéfinie à devoir se conceptualiser en individu pour créer des interactions émotionnelles extérieures par la nécessité de l'action propre, soit je défini, dans ce jeu du temps infini. 0. Obscurité, néant, vide, inconscience. 1. Lumière, conscience dissociée. 2. Matière, organisation des polarités. 3. Les 3 dimensions, le cadre spatial. 4. Les 4 éléments, comportement de la matière. 5. Les 5 sens, individualisation fonctionnelle formalisée. 6. Fragmentation caractéristique animale, la forme et la fonction. 7. Fragmentation polarisée dissociée. 8. Soi-ja et soi-jo à la recherche de leurs semblables. 9. Système co-créé unifié des soi-je en conscience du soi radical. Nous comprendrons plus tard pourquoi, dans le parcours chronologique de la vie de moi-je dans l'univers relatif, il est important de revivre en permanence de chaque réincarnation cette suite logique de complexification du jeu. La conscience de l'entropie de l'univers relatif doit pousser moi-je à se dépasser pour imaginer le fonctionnement d'un univers stable, absolu. Quelque part, c'est ça. Hein. Oui, c'est un peu ça. Oui. Retour vers le soi-je, c'est un petit peu retour à l'envoyeur. Celui qui vous a envoyé ici, cette cellule de conscience qui, on va le voir, à travers une façon différente d'appréhender le modèle de soi-je, nous allons vous proposer ce voyage aux origines de la conscience. L'occasion de faire une synthèse, une façon peut-être en méditation et en introspection, de prendre conscience de
l'origine de votre propre conscience. Donc, c'est ce qu'on pourrait conseiller, c'est peut-être d'écouter cette vidéo en état d'éveil intellectuel, et ensuite, une fois que vous aurez terminé cette prise d'information, de réaliser vous-même une méditation, une introspection, pour refaire ce voyage en compréhension avec votre propre perception, avec vos propres ressentis. Alors, voyage aux origines de la conscience, c'est une genèse causale depuis le primordial qu'on vous propose. Ça, c'est un petit peu les mots qui pourraient paraître savants, mais ça se comprend, que la genèse causale depuis le primordial, c'est vraiment le voyage que nous vivons. Oui. Nous, on le vit en partie de conscience réduite, puisqu'on est des moi-jeux. Limité, ouais. Très limité, en fait. Mais là, ce que nous allons proposer pour nous projeter, c'est carrément dans l'univers absolu. Donc, on va passer du côté de l'univers du soi-jeu pour connaître le début de ce qu'est une conscience dans le néant. C'est-à-dire, on va partir de zéro, tout simplement. Alors, on va essayer, pour prendre des informations encore plus avec l'efficacité de l'image, de ces petits diaporamas dont vous avez l'habitude sur cette chaîne. Et juste avant d'attaquer cette introspection, si vous voulez donc le faire calmement, en pleine ouverture de vos sens et de votre analyse, on va quand même faire un préambule, une petite définition de ce voyage aux origines de la conscience, en indiquant que l'introspection et la transcendance que vous devez trouver dans ces informations de soi-jeu, pour vous, en tant que moi-jeu, c'est une démarche méditative personnelle. Elle doit être isolée. On précise ça parce que, pour venir un petit peu en contradiction, pas pour le critiquer, mais c'est pour dire que c'est une autre voie, de la compréhension qu'on peut trouver en général en groupe. Malheureusement, ça va souvent provoquer des développements d'interactions égotiques de moi-je, entre moi-je. C'est-à-dire entre éveillé, qui va être le plus éveillé, etc. Et tout ce qui est démarche d'ouverture de conscience en groupe, on développe plus ce qu'on pourrait appeler ici la culture de l'astral. Un développement d'un monde parallèle du moi-je, mais qui va pas jusqu'au soi-je, et qui développe des théories égotiques spirituelles du super-moi-je, en quelque sorte, qui rejoint une fausse métaphysique. Bon, ça c'est la compréhension qu'on a à travers notre modèle. On le répète encore une fois, chacun fait absolument ce qu'il veut, puisque ça fait, vous l'aurez compris, partie de tous les délires et de tous les plaisirs qu'on a dans l'émotion du moi-je, à venir se perdre justement dans ces parcours de recherche, puisqu'on est là pour chercher au final. Oui, le collectif a vocation d'expérience, donc il n'est pas négatif en soi. Par contre, il installe quand même très rapidement la comparaison, parce qu'on est fait ainsi. Et très souvent, quand on prend du recul, on voit le triangle dont on a parlé, sauveur, victime, bourreau. Alors là, c'est des maîtres, élèves érudits, élèves en détresse. On voit très souvent ça s'installer. Enfin, j'ai pas eu une occasion de ne pas voir ça s'installer, mais c'est une expérience comme une autre, justement, pour valider aussi le fait que le chemin personnel est personnel. C'est la voie de l'ermite un peu qui nous rappelle ça. Et dans un groupe, c'est vrai qu'on peut quelquefois acquérir des savoirs, mais malheureusement pas souvent une connaissance. C'est plus souvent des choses autour des ressentis que des choses autour du savoir lui-même. Et là, c'est ce qu'on essaie justement de contrecarrer en disant qu'on s'extrait de tous les archétypes culturels. Exactement. Et on revient au logos primordial, c'est-à-dire la logique d'une conscience. Qu'est-ce qu'elle est venue faire et justement comment elle est née. Et on va voir que c'est très difficile de pouvoir faire une chronologie, de faire une genèse de tout ça, puisque quand on va la développer, vous allez vous apercevoir qu'elle va elle-même engendrer des questions qu'on va essayer d'ailleurs d'éclaircir ici, mais qui donne une cascade de ce que certains scientifiques du New Age quantique pourraient appeler le monde fractal, puisqu'il y a effectivement une notion de fractalité à élucider dans tout ce système, dans tout ce jeu, mais à un niveau tellement élevé de la compréhension mécanique de tout ça que ça n'a que très peu d'incidence dans notre propre conscience en tant que moi-je, ou même de soi-je, c'est vous dire. Donc aller chercher de la fractalité dans ces notions-là, c'est juste une fois de plus de l'ego supérieur. Souvent on n'explique rien avec ça. Alors, pour démarrer, on va essayer de comprendre le concept d'intrication de conscience et la transposition d'un symbiote. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un symbiote, allez taper et regardez la définition. Un symbiote, pour faire court, pour faire une analyse très rapide, c'est comprendre qu'un élément de conscience, c'est comme un parasite par exemple, qui vient squatter sur un corps étranger. Donc quelque part, c'est une conscience qui vient se greffer sur un corps différent et qui l'utilise. Mais en fait, quelque part, on est aussi ça. Notre conscience, elle est venue squatter un véhicule. Il y a bien une histoire de symbiote à comprendre, mais on va aller à l'origine de tout ça
en comprenant, vous l'avez saisi, non pas du côté du monde relatif physique, qui nous empêche de faire ça justement. Il faut revenir au primordial, donc déjà au monde métaphysique, au monde de l'absolu, puisque là, c'est vous le créateur, c'est vous qui partez d'une copie blanche, c'est vous qui partez de zéro. D'ailleurs, dans votre méditation, c'est le seul postulat qu'on peut vous donner, c'est-à-dire partez d'une copie blanche, c'est vous qui créez, vous êtes le néant, il n'y a rien, il n'y a juste que vous, donc une conscience, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est ce que nous allons démarrer avec, juste avant de prendre le ticket pour le voyage, un petit rappel à travers le modèle Soi-Je qu'on avait formalisé. On ne va pas redire pourquoi, tout est expliqué sur les épisodes 1 et 2, pourquoi c'est une boule dans un anneau, dans un champ informatif. C'était très important de l'avoir compris, pourquoi il y avait cette mécanique et pas une autre. Pourquoi à un moment, dans une décomposition mécanique de cette conscience, on va voir qu'elle va s'autodétruire en produisant des sous-consciences qu'on a appelées Soi-Je, et c'est d'ailleurs le voyage du Soi-Je que nous allons développer ici. Ce fameux Soi-Je, vous vous souvenez, qui se divise en deux principes, Soi-Ja et Soi-Jo, donc masculin et féminin, qui vont elles-mêmes donc développer leur propre champ de conscience et d'interaction avec les Moi-Jo et Moi-Ja, le principe féminin et masculin de Soi-Jo et Soi-Ja. Je rappelle aussi que nous avions relié, et c'était là l'intérêt de créer ce type d'architecture dans ce modèle, nous avions relié ce champ des consciences à un champ bel et bien mécaniquement logique de ce qu'on peut appeler le spatio-temporel, c'est-à-dire la cosmologie et comment elle se déroule, comment elle évolue dans le temps. C'est ce qu'on avait donc condensé dans ce modèle du champ des consciences et du champ spatio-temporel avec l'univers métaphysique de Soi-Je et l'univers métaphysique Moi-Je, qui ont ce fameux fonctionnement très différent. Il y en a un qui est absolument régulier sur la mécanique de Pi, donc sur un cercle parfait, et l'autre univers que nous connaissons ici, c'est l'univers relatif physique, qui lui, sous influence de Pi, on l'avait expliqué pourquoi, s'organise en spirale de Phi, avec les conséquences qu'on peut connaître évidemment dans la programmation de la matière et surtout la dégradation de la matière quand on est dans ce monde relatif. Alors pour faciliter les choses et pour coller aux origines qui créent tout ceci à travers de la logique mathématique, de la logique géométrique, de la logique philosophique, on va se faire ça avec des chiffres, avec 9 étapes, donc on est bien sur un système décimal, puisque du 0 au 9, on a bien 10 chiffres dont on va se servir ensuite pour avoir des nombres qui peuvent aller donc à l'infini vers le grand et à l'infini aussi vers le petit. C'est bien aussi la différence entre un monde fini et un monde infini. On va comprendre que c'est exactement le même type de mécanique de compréhension à avoir entre la philosophie, donc les mathématiques et la géométrie. 9 étapes dans la complexification d'une conscience primordiale absolue Soi-Je. Faites un effort de vacuité, plus rien n'existe, on se retrouve directement versé dans le néant. C'est le noir absolu, il n'y a rien. C'est vrai que c'est vertigineux, quand on le fait réellement comme voyage. Ça fait bugger. Voilà, ça fait bugger. Mais là, on va le faire accompagner avec des mots. On sent qu'on n'est pas tout seul, on n'a pas de frayeur, tout va bien. On est au début, là, on regarde ce néant absolu. Et qu'est-ce qui peut se passer dans ce zéro, puisque le néant, c'est le vide, donc c'est quelque part l'inconscience. Il ne se passe rien tant qu'il n'y a pas de conscience. Oui. Donc, on va passer de cette obscurité du néant à une nécessité obligatoire d'une conscience qui réalise qu'il y a le néant. Donc ça veut dire qu'on n'est plus déjà dans le néant, il y a déjà deux choses. On comprendra donc que la première logique qui s'impose quand on est dans le néant, dans l'obscurité absolue, c'est la lumière. Donc c'est la première grande opposition de polarité. Et on va prendre avec ce 1 de la lumière, de cette conscience donc qui se dissocie de l'obscur, cette symbolique qu'on peut rattacher à quelque chose qu'on connaît très bien, nous en tant que moi-je aussi d'ailleurs, c'est le soleil, puisque c'est lui qui éclaire, entre parenthèses, dans l'absolu, puisque nous on peut, ici même, dans le matériel, aussi utiliser des artifices pour créer de la lumière. On peut allumer une bougie, on peut allumer une ampoule. Là, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que vous, en tant que créateur originel, quand vous arrivez dans une copie où il n'y a rien, la copie blanche, donc là en l'occurrence c'est plutôt la copie noire, vous allez allumer, vous allez donc créer tout d'abord la lumière. Et on va s'apercevoir que c'est indispensable de commencer par cet élément-là, puisque c'est lui
qui va mettre en révélation tout le reste de la création, puisque sans lumière, même si vous créez quelque chose, ce sera une perception invisible. Dans l'ordre des choses logiques, le premier élément qui arrive en conscience, c'est de créer la lumière. Et surtout ce parcours qui va se complexifier au fur et à mesure que vous allez créer donc votre univers, puisque c'est un univers où vous êtes omniscient, omnipotent, vous faites absolument tout ce que vous voulez, tout ce que vous imaginez se crée, vous allez créer donc le meilleur, ce qu'il y a de plus intéressant pour vivre des émotions, elles aussi, de plus en plus complexes. Donc le chiffre 2 va nous inviter à penser à la matière, c'est une organisation, cette fois-ci, de la polarité, dans quelque chose qui va pouvoir se matérialiser, non plus cette fois dans la bipolarité, c'est-à-dire sombre-lumineux, ça se touche pas, c'est-à-dire le noir, l'obscurité, on ne peut pas la saisir, et la lumière, c'est la même chose, on ne peut pas l'attraper. On se trouve bien dans un niveau supérieur de complexité où on introduit cette matière qui oblige aussi une organisation de la polarité. Alors là, si on est rentré dans la physique, on ne va pas le faire, c'est pas le but dans cette vidéo, mais on pourrait parler justement de ce qu'on a eu à aborder sur comment et pourquoi on organise une matière, on la programme soit à être stable, soit à être dégradée. Dégradée, ouais. Ou, comme on l'a dit dans d'autres perceptions du modèle, ce qu'on appelle un système anthropique. Là, vous êtes dans l'absolu, vous créez quelque chose de stable, c'est pas anthropique, vous restez sur des lois universelles absolues, harmonieuses, même sur votre création de matière. C'est vrai qu'on a du mal ici à le projeter, puisque nous sommes quand même, nous, des moi-jeux. On est très très dans l'opposé. Voilà, habitués à voir des choses se dégrader et à voir des choses péricliter. On va passer très rapidement parce que c'est vrai que là c'est le début, c'est quand même moins intéressant, c'est pas très complexe. Et plus les étapes augmentent, plus ça devient intéressant puisqu'il se passe des choses dans le jeu. Jusque-là, il n'y a pas beaucoup d'acteurs ni de décors, donc c'est pas très intéressant. Mais très rapidement, on va voir que vont s'installer ces complexités nécessaires à pouvoir élaborer un cadre d'existence et sa propre existence. Donc on arrive sur le chiffre 3. Et là, on connaît, puisque chaque chiffre est dédié à un archétype primordial, originel que vous avez tous. Le 3, on le sait, ce sont les 3 dimensions, donc c'est le cadre spatial. Et c'est ce qui permet d'appréhender déjà la notion d'infini, la notion de fini, et cette notion aussi, qui est très importante, celle du temps, puisque les choses vont s'articuler en fonction des 3 dimensions. Tant qu'on est en 2 dimensions, on reste sur un plan euclidien, c'est quand même moins intéressant. Il n'y a pas réellement une forme en 3D. La 3 dimensions arrive bien avec cette notion spatiale. Et nous allons passer directement à la notion du 4, qui elle sous-entend que vous allez commencer à prendre conscience de la matière et de ses états. Vous allez préciser la nature de la matière, et là on l'a condensé même dans nos archétypes de moi-jeu qu'on connaît bien ici, avec le chiffre 4 qui détermine les 4 éléments, les 4 éléments de la matière, pour pouvoir commencer à jouer avec ces états différents de la matière. On le précise, on le connaît bien, l'air, le feu, l'eau, la terre, qui sont des éléments qu'on peut décliner sous plein d'aspects, plein de formes différentes. Là, on commence à voir notre système solaire. Voilà, qui existe déjà, puisque reportez-vous au postulat de départ, vous êtes le créateur au démarrage, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous avez amené la lumière, vous avez amené la matière, vous avez amené le mouvement de cette matière, vous l'avez limité, délimité, et vous commencez à le spécifier. On va donner des caractéristiques, des éléments de comportement différents entre ces 4 éléments. Parce que c'est déterminant, ces 4 éléments très différents qui vous permettent d'ailleurs en interaction de créer des déclinaisons multiples à travers cette logique d'agencement de la matière. Après on pourrait parler évidemment des particules les plus petites, des atomes qui vont créer au final des matières très disparate, puisque chaque ingrédient, on peut dire comme en cuisine, qui se retrouve dans chaque élément, est réalisé de votre propre création atomique. C'est vous qui le créez quand vous êtes dans l'absolu. Donc il faut se replacer dans la perspective du créateur qui vient de créer, on va dire, ce paysage en conception qui s'est concrétisé, et l'envie toute logique que vous allez avoir à la suite d'avoir créé ces interactions entre éléments, entre la matière, c'est de pouvoir en jouir vous-même, c'est-à-dire de pouvoir interagir avec, de la ressentir, de la modifier, de pouvoir, on va dire si on était des enfants, de jouer avec, tout simplement. On va arriver à une complexité supérieure, on passe donc au 5,
Et là, le 5, que vous connaissez toutes et tous dans notre archétypal primordial commun, c'est aussi les 5 sens. On les a tous, si on est bien sûr en bonne santé. Les 5 sens, c'est l'individualisation fonctionnelle formalisée. C'est-à-dire que c'est là que vous allez être obligé de créer votre interface, donc votre corps. Vous créez vous-même aussi dans ce jeu. Une fois que vous êtes au milieu de ces éléments, il faut bien concrétiser, formaliser le corps, l'identité, qui va rentrer en interaction. Alors on va rappeler vite fait quels sont ces 5 sens. On le voit grâce à ce soi-jeu qui a des mains. Il va profiter de ses mains pour pouvoir interagir avec la matière, pour la toucher, pour la ressentir, pour la modifier. Il va se servir de sa bouche pour pouvoir la goûter, un élément hyper important dans nos émotions. Il va se servir de son nez pour sentir. Donc l'olfaction, c'est aussi un sens déterminant dans cette aventure qui prend forme dans toute sa splendeur. On a ensuite les yeux, un des premiers sens qui nous stimule en permanence, puisque la vue nous donne des émotions, une image vous donne automatiquement en général un retour d'émotion. Et enfin, la partie l'ouïe qu'on retrouve de part en part des yeux. Donc c'est bien organisé, tout ça, on le voit, entendre, pour savoir écouter. Mais là, malheureusement, si vous vous projetez bien dans cette introspection, pour l'instant, il n'y a pas trop d'oiseaux là, puisque nous on a des oiseaux sur la bande de son, mais vous n'avez créé que de la matière. Ça fait un peu la Genèse en fait. Dans toutes les religions, on va retrouver cette construction. Voilà, et puis des éléments de compréhension par rapport au corps créé. Par rapport à ce que peut être une Genèse telle qu'on l'entendrait. C'est pas si légendaire que ça, en fait. Avec quoi allez-vous créer votre corps ? Tout à fait. Bon, alors, ici, dans le modèle archétypal des religions, on s'est beaucoup servi de ça aussi pour éveiller à l'intelligence de comprendre, mais qu'est-ce que vous allez faire de cette matière, comment elle agit, qu'est-ce qui se passe. C'est un petit peu comme avec les animaux, la forme et la fonction et la forme. Avec de l'argile, on peut la pétrir, le verre, non, il est dur, etc. Donc on fait pas les mêmes choses avec la matière. D'où l'importance par rapport au New Age aussi, qui pourrait vous faire croire que vous n'avez pas de corps, ou que vous êtes un gaz après, ou un corps de lumière. Si vous pensez vraiment que c'est le cas, ou que vous aurez des ailes si vous êtes un ange, reconsidérez tout ça. Il y a une logique primordiale à avoir. Il faut sortir de certains archétypes qui ont été là non pas pour vous perdre d'ailleurs à l'origine, mais pour vous faire comprendre. Il faut comprendre la chose logique. Donc, Soi-Jeu qui est là, vous comprenez bien qu'il n'aura pas un corps de lumière qui ne va pas pouvoir toucher les choses. Sinon, il n'interagit pas. Ce ne sera pas non plus un gaz, a fortiori. Ce ne sera pas non plus une espèce d'oiseau avec des ailes dans le dos pour s'envoler. On l'a déjà abordé, ne serait-ce que la dernière fois, dans l'émission sur les animaux. Voilà. Donc pour l'instant, à cette étape 5 de la création, où on voit que c'est l'homme qui arrive, puisqu'arrivent les sens. Donc l'individualisation fonctionnelle formalisée. Et ça aussi, comme tu faisais référence aux religions, ou même aux archétypes spirituels ou ésotériques, etc., le 5 est la représentation de l'homme. On sait pourquoi. 2 bras, 2 jambes, une tête, donc le pentacle, le pentagramme, et tout ce qu'on a greffé autour pour aussi faire peur. C'est-à-dire que quand on le retourne, donc c'est l'anti-homme, donc c'est Satan, etc. Bon, sortez de tout ça. Là aussi, c'est vraiment pour faire comprendre des principes. Après, certains se les sont accaparés pour faire des conneries, mais parce qu'on est bien dans le monde relatif du moi-je. Mais si vous voulez dépasser par la transcendance tout ça, on est dans le 666, on le verra plus tard, on va comprendre pourquoi. Ici, c'est le jeu de pouvoir prendre ces éléments intellectuels pour pouvoir les dévarier et faire des bêtises avec. C'est pour dire, mais jusqu'où on ira dans la bêtise ou dans la saleté pour comprendre qu'il faut s'éveiller à savoir ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est juste. C'est toujours le même principe. Donc de ces 5 sens qui nous permettent de nous formaliser et d'avoir une image de l'humain dans ce modèle absolu, on va passer au 6, qui est très intéressant aussi, puisque une fois que vous aurez ce premier tableau créé, le prochain c'est de fragmenter, ce qu'on a vu la dernière fois, avec des caractéristiques de vous-même, mais qui se retrouveront dans les scènes extérieures. Donc c'est l'animal. Vous allez animer de la matière, mais non plus avec... vous n'allez pas créer des statues, mais vous allez créer le fameux... Bestiaire, voilà, de vous-même, qui va se spécifier donc dans des formes différentes, qui va se spécifier, se fragmenter dans des caractéristiques typiques, donc des animaux très précis dans leur fonction.
Et là, on commence à entendre les oiseaux, effectivement. Cette langue des oiseaux qui nous tient à cœur parce qu'elle chante et elle vous accompagne dans votre tableau qui commence à devenir plus sympathique puisqu'il se passe des choses. Vous allez même pouvoir commencer à caresser des animaux. Un animal poilu, c'est doux. Un animal avec des écailles, c'est dur. Et essayer d'introspecter tout ça, c'est une richesse absolue, assez étendue, de tout ce qui est possible dans l'interaction de la matière et du vivant en plus. Donc on rajoute dans ce tableau l'humain dans sa forme caractérisée, qui est totale. Lui, il a tous les principes, c'est normal, c'est lui qui a créé tout ça. Et qui les a fragmentés, ici même, dans des animaux avec lesquels il interagit. Mais, au bout d'un moment, ça devient quand même aussi un petit peu ennuyeux. C'est limité. C'est un peu limité. Là, c'est une vie de contemplation, en fait. Quelque part. Et si on veut redistribuer ce taux émotionnel à travers les sens, les 5 sens, on voit bien que, quelque part, tout à l'heure, on a oublié quelque chose. C'est un ressenti très particulier qui n'a pas forcément de nom, c'est au niveau sexuel. C'est-à-dire, nous, on a parlé des mains et de tout le corps en général pour le toucher. Donc là, on pourrait imaginer que la sexualité rentre dans le cadre du sens du toucher. Mais on va s'apercevoir que non, ça va beaucoup plus loin. On va vouloir spécifier un plaisir particulier qui ne passe pas, vous l'aurez compris si vous introspectez tout ça, on ne peut pas avoir une jouissance orgasmique à travers les yeux. On ne va pas mélanger le toucher de l'œil avec quelque chose qui va être transmis comme information sur une jouissance intellectuelle qui, au départ, justement, peut être stimulée par l'œil, mais qui, au final, doit être formalisée par la fonction d'un organe. Donc c'est là que quelque part, notre soi-jeu, qui lui est tout seul, a bien compris que pour avoir une émotion orgasmique totale, il faut créer un organe spécifique pour ça. D'où l'obligation de créer un sexe. Donc ce sera matérialisé à cet endroit-là, un organe qui donne un plaisir particulier du toucher, mais qui, lui, a l'avantage et la suprématie par rapport au reste des émotions, de condenser toutes les autres émotions, c'est-à-dire qu'on va se servir de l'ouïe, de l'odorat, de la vision et du toucher qui se transforme lui-même en interaction orgasmique de sa propre sensibilité, donc de son propre toucher à lui. Ça, il l'a compris, il le fait, donc il le crée. Donc il s'améliore, là il devient un être humain androgyne, sexué, mais unipolaire. C'est-à-dire il a un sexe, mais il est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il va arriver au bout d'un processus où il comprend que sa sexualité, il faut quelque chose comme... retournez-vous sur votre corps. Si vous êtes un homme, vous savez où est-ce que c'est sensible. Si vous êtes une femme, vous savez où c'est sensible. Mais on peut imaginer que donc l'androgyne avait les deux parties en lui-même. Il se retrouvait, on va le caractériser nous, avec l'image que vous pouvez bien imaginer. Il n'a pas de pénis, il n'a pas une partie vaginale en creux, il a en gros la moyenne des deux. C'est-à-dire qu'il va se retrouver avec une partie sensible qui se limiterait à la surface par rapport à la femme, à la vulve qui réunit le masculin et le féminin, mais sans le vagin, puisque là on est déjà dans le féminin. Vous comprenez bien pourquoi il faut saisir quel serait cet organe primordial de la compréhension de ce qu'est l'androgyne. C'est-à-dire qu'il a un sexe, il n'est pas asexué. Il est sexué, mais unipolaire. Il a réuni en lui tous les avantages des sensations que peuvent avoir l'homme et la femme. Mais justement, au bout d'un moment, il comprend vite que ce qui serait bien, c'est que la chose interagisse avec elle-même. Quand vous l'imaginez, cet organe sexuel de l'androgyne, lui-même, intellectuellement, il va vite faire le rapport en se disant, mais ce serait quand même bien que cette partie qui est sensible puisse interagir avec l'autre partie qui est sensible. Mais lui, il est tout seul, donc il va pas créer une espèce d'escargot qui revient sur lui-même. C'est ça qu'on pourrait imaginer, d'ailleurs. On va accroître la partie clitoridienne qui voudrait rentrer dans un vagin concret. Voilà. Mais là, lui, il est pas bête, il est quand même beaucoup plus fin que ça. Il s'est dit, mais ça, c'est vrai que ce serait bien, mais je vais plus vite, plus loin dans le raisonnement. Le mieux, ce serait même qu'il y ait une interaction sur la peau aussi de tout le corps, et qu'il y ait donc deux corps dissociés. Et là, il va encore plus loin, il se dit, mais puisqu'il y a au niveau sexuel un intérêt à avoir une partie dynamique et une partie qui reçoit, une partie masculine et une partie féminine, allons jusqu'au bout du raisonnement. Je prends mon archétype de fonction d'androgyne et je vais le diviser en un principe bipolaire qui réunit la même fonctionnalité mais sur des polarités différentes. Et là on se retrouve avec cette fragmentation polarisée dissociée. Là on arrive donc au 7, ce 7 qui permet de
séparer le masculin du féminin. C'est là qu'on va se rendre compte donc de la nécessité d'aller jusqu'au bout du processus, de marquer une polarité différente et donc une attirance totale sur les oppositions. Là on le voit pas trop sur ces représentations, mais ça y est quand même. Vous en avez, en tant que moi-je, l'habitude. Vous savez qu'un homme est plus large au niveau des pectoraux, c'est-à-dire au niveau de ses épaules, en tous les cas, puisqu'après, on peut rentrer dans la notion du niveau mammaire, qui, lui, apporte une grosseur, mais pas une largeur. C'est-à-dire que les épaules de l'homme sont larges, et par contre, au niveau de la poitrine, c'est plat. Et sur la femme, on voit que c'est l'inverse. Les épaules sont étroites, et la poitrine, par contre, est grosse. On descend plus bas avec le bassin, on retrouve donc la même philosophie, cette obligation d'attirance de la réciproque et des polarités inversées, avec un bassin étroit chez l'homme et un bassin large chez la femme. Alors évidemment, certains anthropologues ici diront ouais la nature est bien faite, le hasard a fait une fois de plus que la femme pour accoucher, pour sa gestation, etc. a besoin d'un bassin donc plus costaud, plus large. Voilà, c'est bien fait ici quand même. Le darwinisme arrive à nous convaincre tout le temps que les choses ne se sont pas faites par un idéal émotionnel, donc du créateur absolu, mais bel et bien par de la physique. Un enchaînement de hasard. Voilà, dont la physique a bénéficié pour son côté pratique et fonctionnel. Vous avez compris, on en a parlé la dernière fois, tout ça on l'a un petit peu rechamboulé. Donc ce set, c'est la fragmentation polarisée dissociée. On a enfin notre processus qui nous permet de vivre des aventures sexuelles, et vous aurez compris que c'est quand même quelque chose de très important dans ce processus de complexification, puisque l'orgasme pris par ces deux individus qui se sont dissociés, alors rassurez-vous, on va un petit peu plus tard dans cette vidéo aborder ce concept sous un angle différent, c'est celui de la cellule de conscience. Qu'est-ce qui se passe dans les cellules de conscience? Et là, on va raccrocher toutes les pièces du puzzle dans cette vidéo. Donc accrochez-vous, tout va s'enchaîner très rapidement. On peut le dire, ce niveau 7 là, c'est le point d'orgue, c'est la pierre angulaire qui tient absolument tout dans l'univers. Si ici ça peut être pris pour de la libido ou des fois il y a des déviances sexuelles, etc. Épurer les concepts de tout ça et garder la neutralité d'un créateur dans l'absolu. Là, quand vous en êtes arrivé à ce niveau-là, c'est le summum, c'est la jouissance orgasmique absolue. Là, vous pouvez pas aller plus haut. Donc, dans votre idéal même, ici, si on le transpose, comprenez ce que ça implique comme réflexion intellectuelle. Votre idéal, à un moment, doit se raccrocher aussi à ça. Contrairement d'ailleurs à ce que, et c'est là le piège quelquefois qu'on peut avancer des religions, qui ont pu perdre la notion de pureté dans l'abstinence. Oui, ou l'inverse, tout est amour. C'est-à-dire qu'il y a l'abstinence dans les religions, et il y a aussi l'exubérance dans la consommation du sexe sans le Là, on voit bien oui. que c'est la seule étape où il y a une division. Donc, qui dit division, dit une partie originelle commune. Ça doit effectivement avoir une conséquence après dans le but de vie. La recherche de la réunion de ce qui s'est divisé au départ. Pas dans la démultiplication à l'infini. Qu'on a dans le modèle anthropique ici. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est délicat de faire le parallèle, parce que là on est dans quelque chose de très différent. Oui, mais on parle bien de l'absolu. D'ailleurs, c'est l'amour absolu, voilà. Donc dans l'amour absolu, la sexualité ne va pas avoir les mêmes déviances que dans ce qu'on peut utiliser là. Voilà, elle en a pas. Alors, elle en a pas d'autant plus que ce que nous, on est venu expérimenter dans les déviances, c'est de rechercher ce qu'il y a dans l'idéal de l'absolu, quelque part. C'est pour ça que le jeu, il est normal dans la déviance. C'est-à-dire que vous, quand vous comprenez bien que dans l'absolu, vous pouvez prendre la forme que vous voulez. Vous pouvez constamment changer les choses dans des étapes de cycle, de temps, où vos émotions, vos goûts changent, où vous pouvez même vous adapter à cette chose-là. Si on le transpose ici dans le monde du relatif physique moi-je, c'est comme si vous pouviez, en chirurgie esthétique, vous faire absolument le corps que vous voulez, la tête que vous voulez, et d'en changer, mettons, tous les 6 mois. Vous iriez pas chercher à collectionner des compagnes différentes, puisque si vous entendez bien du côté de la caractéristique profonde de votre compagne, son physique pourrait varier. Donc vous auriez en moins cet élément qui fait que, ici même, on peut avoir des déviances, c'est-à-dire à chercher toujours autre chose. C'est un des aspects. Oui, c'est un des aspects. Mais il n'y a pas que celui-là. Bon, on va pas le développer. On va essayer de passer vite, mais c'est pour vous donner des éléments de compréhension des différences entre cet univers absolu et cet univers relatif. Alors on passe donc à l'étape suivante, et là on va se retrouver avec une autre nécessité,
Parce que c'est une grande question qui se pose. Là, quand vous en êtes arrivé à ce moment du tableau, de cet univers absolu, il paraît absolument parfait, mais il y a une question qui arrive rapidement, c'est de se dire, mais est-ce que tu crois pas que quelqu'un d'autre a fait la même chose que nous ailleurs? C'est une question légitime et c'est une curiosité évidente qui va s'imposer, puisque elle vient aussi en corrélation avec le fait que vous ayez fini votre monde. Ce monde, à vous, il est fini. Vous l'avez fait parfaitement. Cette planète, c'est un système solaire, donc. C'est-à-dire le soleil que vous avez créé, cette lumière, cette planète sur laquelle vous avez joué avec les éléments, cette planète sur laquelle vous avez aussi créé de la vie animale, c'est-à-dire des fragments de vous-même. On expliquera plus en détail la mécanique de la conscience divisée dans tout ça. Mais pour l'instant, on voit bien que on a l'idéal absolu, le décor, avec tous ces éléments, et ces acteurs, ces deux acteurs qui ont une interaction très forte, puisqu'une jouissance absolue à travers la sexualité orgasmique. Si on s'arrête là, quelque part, on a le paradis d'Adam et Ève. Mais bon, ils sont tout seuls. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Donc eux se disent, intellectuellement, c'est pas possible qu'on soit les seuls à avoir fait ça. Il doit exister d'autres sois-jeux ailleurs. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Puisque là, ils se retrouvent, eux, dans leur propre système solaire avec leur propre planète, ils ont l'idée, puisqu'ils sont omniscients, omnipotents, ils ont l'idée de s'extraire de leur système solaire, mais pas comme on se l'imagine ici, ils vont pas construire une fusée, etc. Là aussi, il faut se transposer dans le monde de l'univers absolu. Là, votre conscience, elle peut voyager à la vitesse de la lumière, justement. On comprendrait pourquoi, mais bon, même après, on peut savoir que ça peut aller plus vite par intrication, mais ça c'est un autre sujet. Mais là, pour l'instant, eux, ils ont créé que leur univers. Ils ne peuvent aller pas plus vite que la vitesse la plus haute qu'ils ont déterminée, c'est celle donc du photon, de la lumière. Mais ils peuvent le faire. Cette conscience donc se déplace et se recompose en tant que corps où elle veut, à la suite de ce processus de voyage. C'est ça qu'on appelle le voyage. Vous allez voir ailleurs. Le voyage vous permet de vous déplacer d'un point A à un point B, à la vitesse que vous voulez, puisqu'il n'y a que la conscience à trimballer, on va dire. C'est pas une fusée qui est lourde, là. C'est presque du domaine de la facilité de déplacement, puisqu'il n'y a pas de masse. On est d'accord. Et de se recomposer, puisqu'on a la carte de ce qu'on peut appeler ici l'ADN, c'est-à-dire cette composition architecturale de votre corps. Et donc là, vous le composez comme vous voulez, où vous voulez, etc. Et là, vous vous dites, vous vous mettez en quête d'un voyage pour aller voir dans le néant dans lequel vous avez construit votre univers, pour voir si vous n'allez pas trouver d'autres sois-jeux. Alors là, vous aussi, je pense que vous aurez l'intelligence, comme ces sois-jeux, de comprendre qu'est-ce que vous cherchez dans votre esprit. C'est-à-dire que vous imaginez que, comme vous avez créé un système solaire avec un soleil et les planètes, là, quand vous allez vous plonger dans le néant du cosmos, qu'est-ce que vous allez chercher ? Un autre système solaire. Voilà, donc d'autres soleils. Donc ça veut bien dire que vous allez vous mettre en recherche d'autres points lumineux dans cet espace néant noir. C'est ce que vous faites. Vous partez à la recherche de semblables à vous sous forme de lumière. C'est-à-dire vous regardez si à un moment, dans ce noir, à mesure que vous progressez, est-ce qu'à un moment vous allez tomber sur un point lumineux. Et là vous apercevez, c'est magique, c'est fantastique, dans cette étape, vous apercevez qu'à un moment donné, alors on va pas dire lequel, mais là aussi il y a une logique, vous avez assez progressé en distance, en vous éloignant de votre propre système solaire, de votre propre soleil, et vous apercevez qu'il y en a d'autres. Donc là c'est magique. Et là c'est à vous de le creuser, mais il y a une logique à comprendre dans tout ça. On vous laisse, c'est normal, à chacun aussi de gratter un petit peu sur son terreau imaginaire et de la logique. Il y a une lumière qui va se détacher des autres parce qu'elle est plus importante. Vous allez comprendre que c'est là qu'il faut aller. C'est une logique. Vous direz ni à droite ni à gauche sur les points lumineux les plus faibles. Un point lumineux est plus gros. Vous dites, celui-là, dans toute logique, c'est celui qui m'intéresse. Soit par la logique de distance, parce que ça veut dire qu'il est plus près, soit par la logique d'importance, ça veut dire qu'il est plus gros. Voilà. On reste toujours dans des logiques d'intelligence de l'archétypal primordial. Donc on se dirige vers ce point lumineux, et là vous vous doutez bien que chaque sois-jeu, qui sont ces petits soleils là tout autour, vont avoir la même démarche. Voilà, le même raisonnement, la même envie, parce que quelque part tout ça, ça relève quand même du désir, c'est d'aller rencontrer d'autres sois-jeux pour voir s'ils sont différents, comment ils se présentent, et est-ce qu'ils ont eu la même idée, est-ce que c'est tout à fait les mêmes ou pas tout à fait les mêmes.
Ce voyage se fait jusqu'à ce point où, effectivement, on a un système solaire qui lui est bien plus gros que les autres, avec aussi une planète qui est énorme, elle aussi, en rapport avec l'échelle de ce soleil, avec ce système solaire harmonieux. Et là, on va s'apercevoir que, non, on va pas le faire évidemment, mais que quand on va atterrir sur cette planète, d'autres soijeux sont en train d'arriver aussi. Voilà. Tout le monde arrive là. Et là où c'est très surprenant, c'est que vous n'allez pas rencontrer les autres soijeux tout de suite. Vous allez vous rendre compte que votre planète en 3D à vous, elle se retrouve sur un plan euclidien en 2D sur celle-ci qui est très grosse. Alors c'est dur à imaginer tout ça, mais c'est un but. On ne dit pas ça juste pour raconter une histoire et pour faire jouer l'imaginaire sur quelque chose de plaisant ou juste d'esthétique. C'est pour expliquer, c'est en rapport avec un principe bien précis. Mais comprenez-le, et vous allez le comprendre peut-être automatiquement. Votre planète en 3D, que vous avez vous composé, que vous avez modelé avec ses paysages, avec ses cascades, avec ses feux, avec tout ce que vous y avez mis dedans, ses falaises, ses lacs, ses mers, etc. Vous allez la retrouver, non plus organisée à l'échelle de la dimension qu'avait votre planète, mais là, puisque celle-ci est très grosse, vous allez retrouver cette surface posée sur un arc beaucoup plus grand, donc presque à plat, donc euclidien. Alors pourquoi c'est important de dire ça ? C'est que vous allez comprendre en même temps qu'il y avait une intrication de quelque chose qui vous dépasse, et c'est là que vous allez comprendre que non seulement il existe donc d'autres soijeux qui ont eu la même démarche que vous, mais qu'il existe quelque chose au-dessus en conscience qui a pu organiser cette matrice. Tout ça. Voilà, parce que quelque part, il faut bien le dire, ça s'appelle une matrice. Quelqu'un a prévu avant vous que vous puissiez créer quelque chose qui rentre dans quelque chose d'harmonieux et qui va s'intégrer dans un schéma beaucoup plus large, où d'autres personnes ont pris le même plaisir que vous à être des créateurs et à prendre le plaisir aussi à se retrouver et à jouir des différences. Parce que vous, par exemple, si on le rapporte à une idée de la musique, si vous êtes un fin violoniste, et bien là, vous allez vous régaler de faire des harmonies et des concerts avec des guitaristes, des batteurs, des flûtistes, etc. Comprenez dans cette étape à quoi ça va servir tout ça. Dans l'absolu, quand vous avez été caractérisé, vous, avec certaines fonctions, certains types d'actions qui vous sont plus adaptés, vous aurez plaisir à rencontrer d'autres personnalités absolues, comme vous, qui savent tout faire, mais qui ont des goûts différents, et qui vont s'agréger pour créer une société commune d'interaction beaucoup plus riche, donc beaucoup plus intéressante. Et on se retrouve avec une planète comme on peut la connaître un peu ici, avec des cultures différentes, avec des goûts différents, et des interactions enrichissantes, contrairement à ce qui se passe ici, puisqu'ici, en général, on dit « Oh, toi, t'es différent, tu vois, je vais je vais te battre la gueule, tu vas être comme moi. » Là, non, ça se passe à l'inverse, dans quelque chose d'enrichissant, d'harmonieux. Là, on amplifie un millefeuille d'émotions dans quelque chose de plaisant, contrairement à ici, qui est totalement opposé dans la dualité. Alors, on revient au raisonnement. Vous êtes aperçu donc que ce que vous avez créé, la même chose s'est créée sur cette planète commune, et que chacun y retrouve donc sa propre partie, et vous-même vous allez vous rencontrer pour pouvoir interagir, pour pouvoir échanger, et pour pouvoir aussi élucider le grand mystère du principe dans lequel vous vous êtes plongé. Et ce fameux principe, vous qui connaissez le modèle soijeux, vous commencez peut-être à imaginer ce que c'est le soi. Le fameux soi, ce soi qu'on va préciser un petit peu après, mais là pour terminer la série de la compréhension décimale, on va finir donc avec le 9, et le 9 on le sait, c'est le nouveau système co-créé, donc unifié, et c'est la conscience en fait de soi justement. Qu'est-ce que soi ? Puisque jusque-là on connaissait que soi-je, sa création, là on connaît l'unification de ce qu'était en fait le soi, qui s'est défragmenté en plusieurs soi-je. Et après un soi-ja, soi-jo évidemment, mais ça on va l'aborder plus précisément après. Mais le 9 c'est bien ça. Et 9, vous le savez, dans le langage qu'on aime pratiquer, c'est quelque chose qui donne la nouveauté. C'est quelque chose de neuf. C'est un neuf aussi de la poule, etc. Donc c'est c'est le même principe qu'il faut comprendre. Cette conscience de la co-création unifiée qui vient en conscience de soi. Et là vous comprendrez aussi pourquoi
On avait bien déterminé dans l'épisode 2, au niveau du spatio-temporel, pourquoi il y avait une différence fondamentale entre cet univers mécanique, cosmologique, en pi, qui est celui de l'absolu, et en phi, qui est celui du relatif. Celui-là est stable, c'est-à-dire que ce monde réunifié, une fois qu'il s'est retrouvé, lui, il est stable, il va pas changer, c'est que les aventures qui se vivent dessus qui vont évoluer, mais lui, il va pas se dégrader. Et c'est pour ça que, très rapidement, va arriver, on peut le dire là aussi, l'envie de ces soi-jeux, puisqu'ils ont un univers parfait et stabilisé, de créer des délires dans un univers perpendiculaire, qui lui fonctionne différemment, qui est dans l'entropie, dans la fin, dans le fini, dans la mort, etc., avec de l'inconscience et tout ce qu'on a mis en avant dans les vidéos précédentes sur le modèle donc du relatif et de la science, la petite conscience. C'est pas de la métaphysique, c'est de la simple physique, donc c'est quelque chose de très limité. Donc là on boucle le système décimal en comprenant bien que l'apothéose, le final de cette progression chronologique avec des chiffres nous amène au tout neuf, mais qui est le neuf complet. Ça y est, le neuf il a compris qu'il a tout créé, mais que lui-même a été créé par le soi. Ça devient clair quand même. Mm-hmm. Dès lors que vous avez en conscience cet univers du créateur, vous dans l'absolu, on fait un rappel rapide de ce pourquoi on a créé cet univers pourri là, qui est l'univers relatif du moi-je. Et là, on revient sur ce qui a déjà été énoncé dans les épisodes précédents, mais là, c'est bon de le rappeler, parce que peut-être à la lumière du parcours intellectuel qu'on vient de faire, le reste va couler de source. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce monde absolu qui est parfait, et qui est partagé par plusieurs, mais qu'est-ce qui vient par la suite? En fait, c'est ce qu'on a déjà expliqué, hein, c'est le fait de vouloir élargir. Oui, d'élargir ce que l'on vit, ce que l'on ressent. La palette des émotions. Tout à fait, mais sans volonté de dégrader. Le vrai monde qui doit rester parfait. Cette stabilité. Ils veulent pas pourrir leur univers, donc ils vont en créer un sous-univers. Puis aussi y mettre des règles non universelles, je dirais, dans le fonctionnement. Voilà, c'est ça le délire. Voilà, c'est si vous créez, on le voit, les jeux qu'on crée aujourd'hui. Ils sont déviants dans la violence, dans le but, les missions. C'est exutoire, parce qu'on va pas le vivre soi. C'est pas du vrai. Mm-hmm. Et là, on fait rapidement de la décomposition. Ces soi-jeux ont voulu créer les moi-jeux, avec, on l'a déjà expliqué comment ça marche mécaniquement, ces univers perpendiculaires avec ces anneaux d'information qui sont eux-mêmes justement répondant dans cette logique de la spatio-temporalité qui fonctionne bien sur ce modèle-là, et qui nous entraîne avec des soi-jeux en interaction avec des moi-jeux dans deux univers qui sont simultanés pour vivre toutes ces émotions où moi-je n'est plus du tout un créateur, mais juste un transformateur. Lui, il prend tous ces éléments, il les subit souvent. Il bidouille. Il bidouille beaucoup, voilà. Il cherche. Par contre, normalement, dans son subconscient, il a toujours la causalité de ça, c'est-à-dire son idéal. Mais bon, il y en a qui ont eu tendance à le perdre aussi dans le jeu. Et il faut le retrouver. C'est un petit peu ça, l'origine de la cause aussi, et le but. Le but est la cause, quelque part. Et on se retrouve avec ces grandes questions ici aussi. Le moi-je, à un moment, si le soi-je s'est demandé qu'est-ce qu'était le soi, et il a trouvé ce que c'était. Mais nous, ici, qui sommes dégradés dans un niveau d'inconscience un petit peu encore inférieur, mais nous, on cherche quoi? On cherche le soi-je. Et le problème, c'est que ici, c'est tellement vicieux le truc, c'est qu'on a fait un pont avec directement, on cherche le soi, nous. Oui. Donc on a tendance donc à se perdre dans le néant. Et oui, c'est bien naturel. Puis tout a été fait pour ça d'ailleurs. Alors qu'à un moment, il faut comprendre dans son idéal, donc quelle est sa propre conscience qui vit déjà dans un univers absolu, parfait, les soi-jeux. Bon, tant qu'on est dans la caverne, on est perdu dans le néant, nous aussi, c'est ce que Platon nous expliquait, mais heureusement, il y a quand même de la lumière au bout de cette caverne. Et du coup, quand on se propose d'avoir les grandes questions, eh bien, on trouve les solutions, on écoute peut-être la petite musique qui nous amène vers l'histoire de la porte et de la clé pour sortir de cette matrice, de cette organisation de l'énergie de la matière finie. Puisque là, ici, on est dans ce cadre-là. L'organisation, on l'a déjà expliqué, de la matière est problématique, elle est instable, elle est anthropique, et c'est normal puisque le jeu est dédié à ça. Donc soit je, créateur, joue à moi-je, transformateur, c'est la cause de ce jeu, dont à un moment on en a ras-le-bol, dont on veut sortir, pour retrouver ce monde où il n'y a pas de dégradation, pas besoin de reproduction,
il n'y a pas de contrainte, on se retrouvera après donc dans un univers absolu soit jeu où l'organisation de la matière est stable. Il n'y a pas de dualité, c'est important de le rappeler. Il faut chaque fois faire le distinguo entre ces deux univers. On passe rapidement là-dessus, puisque on l'a déjà expliqué dans les épisodes précédents. On sait, pour résumer, la causalité du jeu, elle est bien émotionnelle. On est là pour élargir la palette des émotions. On va pas refaire la liste, mais là vous la voyez, vous l'avez sous les yeux. C'est la cause de l'organisation du jeu de la survie. Ici, on est toujours en survie pour vivre ces drôles d'émotions à travers des contraintes. Et tout ça, faut-il le rappeler, est régi, comme partout, que ce soit dans l'absolu, dans le relatif, par des cycles chronologiques qui sont absolument interactifs. C'est là l'intérêt du jeu, sinon il y en aurait pas. Ouais. Exactement. Et on pouvait le résumer par cette phrase qu'il faut absolument méditer: la métaphysique est la physique de l'infini défini.